Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. On espérait le calme après la tempête. Eh bien non, le feuilleton tragique, comique se poursuit en Afrique du Sud autour de l'équipe de France. Que s'est-il passé ce soir-là et dans les heures qui ont suivi? Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Je ne peux que constater comme vous le désastre avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Et je vous dis, le problème c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Entre grève, scandale et humiliation mondiale, retour sur le fiasco de Nisna, qui restera comme l'un des plus grands naufrages du sport français. Quand Yann Aïsna, j'ai un sentiment de honte. Et après, tu te dis, mais quand même, c'est un sport collectif. Si l'ensemble de tes joueurs se réunissent et font des choses pour que... c'est qu'il y a quelque chose. Quatre ans avant Nisna, la France était vice-championne du monde. Zidane, Thuram, Makelele ou encore Barthez, cette génération dorée, tirait sa révérence. Mais derrière, il fallait assurer la relève, et c'est là que les problèmes commencent. En 2008, l'équipe de Raymond Domenech dispute l'Euro en Autriche et en Suisse. Résultat, une élimination dès le premier tour, après 2 défaites, d'abord face aux Pays-Bas 4-1, puis contre l'Italie 2-0, et un seul point pris lors du premier match face à la Roumanie, sur le score de 0-0. Le vestiaire est alors divisé, le jeu inexistant, et Domenech est au centre des critiques. Normalement, après un tel échec, un sélectionneur est remercié, mais la Fédération française de football décide de le maintenir. Une décision qui provoque déjà l'incompréhension générale et laisse un goût amer. En route vers la Coupe du Monde 2010, la France ne brille pas. Elle peine à se qualifier et doit passer par les barrages. Le 18 novembre 2009, au Stade de France face à l'Irlande, les Bleus jouent leur billet pour le mondial. Après une victoire 1-0 à l'aller à Dublin, le retour est compliqué, les Irlandais ouvrent le score et poussent la France en prolongation. C'est alors que survient l'action qui fera scandale. Thierry Henry contrôle le ballon de la main à 2 reprises avant de servir William Gallas pour l'égalisation. Le but permet alors à la France d'accrocher un match nul 1 but partout et donc de se qualifier pour la Coupe du Monde 2010. Énormément de monde sur c'est fini. La France est en Afrique du Sud. La France est en Afrique du Sud. 2 ans de souffrance, un match de souffrance. Mais derrière, l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Mais après la rencontre, la polémique enfle. Les Irlandais crient à la tricherie, réclament un match rejoué, et la presse internationale dénonce un vol en direct. Oui, à main. Vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre? Est-ce que... Ouais, je l'ai dit après. Mais sur le moment? Alors que j'arrête, je lui parle et puis je chante. Vous êtes marrant. Non, mais j'ai pas la réponse. La qualification des Bleus sera tout de même validée par la FIFA, mais leur image sera tout de même entachée, et pour certains, l'équipe ne mérite même pas sa place en Afrique du Sud. Ajoutez à cela, la sélection est vivement critiquée, Yoann Gourcuff peine à s'intégrer, et des tensions semblent naître selon les médias entre lui et Ribéry. D'autres joueurs sont également contestés, comme Anelka, jugé ingérable, ou encore Abidal, parfois replacé en défense centrale, mais sans convaincre. À ce moment-là, le groupe de l'équipe de France est fracturé, et on parle alors de clan. D'un côté, certains cadres au caractère affirmé, comme Anelka, Ribéry, Evra ou encore Gallas, qui imposent leur influence dans le vestiaire, et de l'autre, des joueurs plus discrets, perçus comme sages ou plus scolaires dans leur approche, à l'image de Gourcuff, Toulalan ou encore Loris. Entre les deux, Domenech n'arrive pas à imposer son autorité, et pire, il est parfois même perçu comme complice de certains clans. Résultat, une ambiance délétère et une confiance absente au sein du groupe. William Gallas rapportait d'ailleurs au micro de RMC il y a quelques années que même avant le début de la compétition, Domenech avait déjà créé un malaise
en annonçant à Tignes que Thierry Henry ne serait plus le capitaine, alors qu'il l'avait toujours été lors des matchs de qualification. Dès le départ, il n'a pas su gérer un groupe. Quand tu arrives, quand tu es en stage à Tignes, tu dis que Thierry Henry va pas être ton capitaine, et ça a été ton capitaine pendant tous les matchs de qualification. C'est-à-dire que là, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? En sachant que même si Thierry Henry avait joué très peu de matchs avec le Barça, si tu l'aurais bien géré, tu sais que ça aurait été sa dernière Coupe du Monde, et tu sais que... Ça, c'est sa première erreur. Pour moi, oui. Une décision qui avait alors fracturé encore davantage le groupe. C'est donc dans ce contexte déjà fragile que se pose alors la question du choix du camp de base. Et alors que beaucoup d'équipes, à l'image de l'Espagne, future championne du monde, s'entraînent dans un simple campus universitaire, la France opte pour Nisna, une station balnéaire luxueuse en Afrique du Sud. Très vite, ce choix fait alors réagir, à l'image de la ministre chargée des Sports Ramayad, qui critiquera publiquement ce choix quelques jours plus tard, parlant d'un hôtel trop luxueux pour des joueurs qui n'ont encore rien prouvé. L'hôtel, moi j'aurais pas choisi cet hôtel personnellement. L'Espagne par exemple a choisi un campus universitaire. Ce qui compte en attendant, laissez-moi terminer, c'est le résultat sportif des Bleus dans les prochains jours. Et ce que j'attends de l'équipe de France, c'est qu'elle montre son meilleur visage sur le plan sportif et qu'elle nous éblouisse par ses résultats plutôt que par le clinquant des hôtels. La compétition n'a alors même pas encore commencé que déjà la première polémique éclate. Dès l'arrivée en Afrique du Sud, la tension est alors palpable. Les journalistes parlent d'une ambiance lourde, d'un groupe qui ne rit pas et qui ne vit pas ensemble. Sur le terrain, c'est pire, un match nul contre l'Uruguay, avec un Anelka fantomatique. Le jeu est pauvre, les attaquants isolés, et déjà, les critiques fusent. À ce moment-là, dans les médias comme dans le vestiaire, on murmure déjà que les tensions internes pourraient exploser au moindre incident. Et c'est alors dans ce climat déjà explosif que va surgir l'incident Anelka qui mettra le feu aux poudres. « 17 juin 2010, France-Mexique, deuxième match de poule. Après un match nul face à l'Uruguay, une victoire est impérative. En revanche, dès la première mi-temps, l'attaque est stérile, les passes imprécises, le collectif inexistant, et Nicolas Anelka, titulaire en pointe, erre à nouveau sur le terrain, sans aucun repère, et continue de venir décrocher. À la mi-temps, malgré une nette domination du Mexique, le score reste nul et vierge, 0-0. Dans le vestiaire, Raymond Domenech tente alors de remobiliser ses joueurs. Il demande notamment à Anelka de mieux se placer, de jouer plus en haut et d'arrêter de venir décrocher. L'attaquant lui répond alors sèchement, et Domenech se sent alors dans une position où son autorité et son respect sont remis en cause. Début de la deuxième mi-temps, Domenech tranche alors, Anelka ne reviendra pas sur le terrain, et il est remplacé par Gignac dès la reprise. Mais les Bleus n'y arrivent pas, et le match se termine sur une défaite cuisante, 2-0 pour le Mexique. La France est alors au bord du gouffre, et devra compter sur un exploit face à l'Afrique du Sud pour espérer se qualifier. Et alors que les joueurs doivent encore se concentrer sur leur destin sportif, une autre tempête se prépare en coulisses. 2 jours plus tard, avant même que le sort de la qualification ne soit définitivement connu, le pays entier se réveille avec une bombe médiatique, la une du journal L'Équipe. Madame, monsieur, bonjour. Et pour commencer ce journal de 13h, on reparle de l'équipe de France de football qui est secouée par une nouvelle affaire après sa défaite 2-0 face au Mexique jeudi soir. C'est le journal L'Équipe qui le révèle ce matin en mettant à la une des propos plus que triviaux tenus par Nicolas Anelka à l'adresse de Raymond Domenech. C'était à la mi-temps du match. Un clash qui en dit long tout de même sur l'ambiance plutôt délétère qui semble régner au sein du groupe. Selon le journal, ce seraient les mots exacts prononcés par l'attaquant à la mi-temps, lorsque Domenech lui avait demandé d'arrêter de venir décrocher. La nouvelle fait alors l'effet d'un tremblement de terre, les médias s'emballent, les politiques s'indignent et l'opinion publique condamne. En quelques heures, Anelka devient l'ennemi public numéro 1. En revanche, dès qu'il apprend la une de l'équipe, Nicolas Anelka cherche alors à recoller les morceaux avec Domenech pour que le groupe reste focalisé sur la Coupe du Monde, et il demande alors à Patrice Evra et Eric Abidal de contacter le coach
pour organiser une réunion où ils pourraient s'expliquer. Le coach dira dans un premier temps accepter, mais en réalité, cette rencontre n'aura jamais lieu et la sanction tombera bien avant que les joueurs n'aient pu s'expliquer. Finalement, le coach ne vient jamais. L'entraîneur a fui, malheureusement, il faut dire ce qui est. Tout le monde le cherchait dans l'hôtel pour qu'il y ait cette réunion entre Nicolas et l'entraîneur. Quelques heures plus tard, en conférence de presse, le président Jean-Pierre Escalette annoncera alors la décision d'exclure Nicolas Anelka du groupe en raison des propos tenus par le joueur. Le président a pris la décision d'exclure Nicolas Anelka du groupe, les propos étant inacceptables, ils ont été confirmés par le coach lui-même. Les propos rapportés de façon extrêmement, outrancière, ont été des propos inadmissibles. Et à partir de là, il était normal que le staff et le président de la fédération entouré des membres du Club France présents prennent la décision qui a été prise. Le capitaine Patrice Evra réagira également en conférence de presse et s'en prendra à celui qu'il appelle le traître, à savoir la personne qui a rapporté la scène aux journalistes. Là on en rajoute, et moi j'ai vraiment cette impression, c'est que on oublie de parler football. À chaque fois que je suis en équipe de France, on parle toujours de ce qu'un tel a dit. Et je vous dis, le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, c'est pas le problème de l'équipe de France. Le ton va même commencer à monter entre le joueur et un journaliste, lorsque ce dernier expliquera que ce titre a été publié pour informer les Français de la situation en Afrique du Sud. Vous avez une idée du nom de ce traître ? Et bien sûr. Mais je mets pas. Non, attendez, les mots qui ont été dits. Je veux dire, la presse, elle fait pas son job en mettant les insultes. Dans n'importe quel pays, quand il y a des insultes, déjà, ils mettent quelques petits points, mais ils mettent pas les insultes comme ça en entier. Ne me dites pas que la presse fait son boulot. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux. Non, mais je vous demande. Vous n'êtes pas l'équipe, mais voilà, vous avez pris parole. C'est son boulot de mettre des mots comme ça dans un journal. Mon sentiment est que depuis le début de la compétition, la presse est tenue à l'écart de tout ce qui se passe concernant cette équipe de France. Donc il est logique que la presse cherche à faire son boulot. Elle n'est pas tenue à l'écart, puisqu'elle a un ami intime, puisqu'il y a quelqu'un dans le groupe qui dit tout ce qui se passe. Mais elle n'est pas tenue à l'écart, puisqu'elle dit ce qui se passe dans le vestiaire à une mi-temps. Elle n'est pas tenue à l'écart, elle est en plein dedans. Quoi qu'il en soit, Patrice, très objectivement, au-delà de ce problème-là, je considère personnellement que la presse a été effectivement tenue à l'écart depuis le début de la compétition. Il est logique qu'elle veuille savoir ce qui se passe clairement dans cette équipe de France. Mais que la presse nous traite de nuls, de tout ce que vous voulez, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'on est catastrophique, on est des imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais que la presse, là, écrive des mots comme ça, on va où ? On n'est plus dans le football, là. On est des êtres humains. Le fait qu'il y ait un clash entre le sélectionneur et un joueur majeur... Mais tu vous dis qu'il y a un clash, mais c'est quoi ça? On est où? Anelka, lui, continue d'affirmer qu'il n'a jamais dit les mots publiés par l'équipe, et ce n'est seulement que des années plus tard que Raymond Domenech finira par confirmer que la version publiée par le journal n'était pas exacte. Il y a des moments avec des joueurs dans un vestiaire, on a des explications, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas dit ce qui était écrit dans les journaux, ça c'est une certitude. Et à la mi-temps, je lui ai dit, Nico, moi ce que je veux, c'est que tu ailles dans la profondeur. On est 10 là sur le banc, on a tous vu que tu n'y allais pas. Ouais, mais c'est toujours moi, c'est toujours... je lui ai dit, non, c'est toi, c'est bien toi qui joue là. Et là, il a ses chaussures à la main, il se tourne, en se tournant, il jette ses chaussures, il dit, t'as qu'à la faire ton équipe de merde. Je lui dis, t'as raison, je vais la faire, tu sors. Et je dis à Gignac, va t'échauffer. Le truc qui m'avait vexé, c'est au moment où il m'a tutoyé. Pour moi, c'est tout d'un coup un manque de respect de la fonction. Je suis sélectionneur, il est joueur. Et quelqu'un qui, jusqu'à présent, m'avait vouvoyé, tout d'un coup, devant les copains, me tutoie. C'est fini. Il a cassé le lien, le rapport qu'il y avait entre le sélectionneur et le joueur. Donc c'était fini, il n'y avait pas de débat. Le soir même, les joueurs se concertent alors et décident tous ensemble de marquer le coup et de montrer leur opposition vis-à-vis de la décision qui a été prise. Les joueurs se sentent trahis par leur propre fédération, persuadés qu'Anelka a été sacrifié sous la pression médiatique. Dans le même temps, le joueur quitte Nisna, accompagné par les joueurs
marquant la fin d'un chapitre. Quand il est parti, accompagné au parking, pas évident. Moment dur, moment dur, ouais. Encore une fois, je revoyais encore Clairefontaine. Je revoyais le petit qui arrivait et je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des trucs que je pense qu'ils doivent rester entre lui et moi, mais c'était dur. Vraiment dur. « 20 juin 2010. Ce matin-là, l'équipe de France est déjà en pleine tourmente après la défaite 2-0 contre le Mexique et l'exclusion de Nicolas Anelka. Et alors que Raymond Domenech est en direct sur le plateau de Téléfoot, Franck Ribéry apparaît en claquette, visiblement ému, pour s'exprimer spontanément. Il demande pardon à tous les Français pour la piètre performance de l'équipe et nie les rumeurs de conflit avec Yoann Gourcuff. Puis, quelques heures plus tard, un entraînement est ensuite prévu à Nisna. Le bus arrive, les joueurs descendent, signent quelques autographes aux supporters présents, mais à la surprise générale, les joueurs remontent dans le bus, une scène surréaliste. Patrice Evra donnera ensuite un communiqué expliquant leurs gestes, où il dénonce l'exclusion d'Anelka, qu'il juge injuste, et proteste contre la façon dont la presse et la FFF gèrent l'affaire. Sur la pelouse, Robert Duverne, préparateur physique, prépare alors le matériel. Et quand il comprend que les joueurs ne viendront pas, il explose de rage. S'ensuit une altercation avec Patrice Evra, sous l'œil des caméras du monde entier, et Raymond Domenech doit même s'interposer pour éviter que les deux hommes n'en viennent aux mains. C'est alors Domenech lui-même, humilié, qui est contraint de lire ce texte aux journalistes. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celle de porter les couleurs de notre pays, mais également celle que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Présent sur place, Jean-Louis Valentin, directeur délégué de la FFF, annonce lui en direct sa démission, choqué par l'attitude des joueurs. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français, un scandale pour les jeunes qui sont ici, un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc dans ces conditions, je démissionne. Les images du bus font alors le tour du monde, et pour les supporters et les médias, la France devient la risée de la Coupe du Monde. Ce jour-là, la fracture est totale. Plus de confiance entre joueurs, entraîneurs et dirigeants, et Nisna devient le symbole de la honte nationale. Très vite, Nisna dépasse le cadre du sport et les journaux télévisés parlent tous de l'affaire. Les unes des quotidiens parlent de honte, de fiasco, et les chaînes étrangères se moquent ouvertement des Bleus. En France, l'affaire prend une dimension politique et Nicolas Sarkozy, alors président, exige des explications. À l'Assemblée nationale, Roselyne Bachelot tient même un discours solennel où elle accuse les joueurs d'avoir terni l'image de la France et trahi la jeunesse.
Dans les rues, l'opinion est unanime, les Bleus ont trahi. Les Bleus, c'était bien aujourd'hui l'affaire de toutes les conversations. Premier café ce matin, premier journal, première réaction. C'est pas sympa de leur part pour tous ceux qui regardent la télé et on était tous derrière eux et là on est un peu déçus donc... C'est inadmissible. J'ai pas d'autre chose à dire et mardi je regarderai même pas le match. Les supporters qui s'étaient déplacés en Afrique du Sud se sentent humiliés et les Français ne supportent pas l'image de ces joueurs qui refusent de jouer. En revanche, les Bleus sont bel et bien toujours en lice dans la compétition et il faut également gagner face à l'Afrique du Sud d'une large victoire pour espérer se qualifier. Mais sans grande surprise, sur le terrain, la France joue son dernier match contre l'Afrique du Sud, une défaite 2-1 et une élimination directe dès la phase de poule. Les joueurs quittent alors leur camp de base et rentrent en France sous les huées. À l'international, Nisna est vu comme un exemple de tout ce qu'un vestiaire et une direction ne doivent pas faire, et pour longtemps, la France devient un cas d'école, de cas de gestion de crise ratée. En réponse à toute cette affaire, la FFF décide de frapper fort. Nicolas Anelka est suspendu 18 matchs en équipe nationale. Les principaux meneurs de la grève, Patrice Evra, Franck Ribéry et Jérémy Toulalan, sont quant à eux respectivement condamnés à 5, 3 et 1 match de suspension. Evra portera d'ailleurs longtemps l'image du capitaine rebelle, Ribéry sera sifflé en France durant plusieurs années, et même Toulalan, pourtant discret, verra sa réputation être écornée. De son côté, Raymond Domenech, déjà en fin de contrat, sera licencié pour faute grave. Il engagera un bras de fer judiciaire et obtiendra finalement près d'1 million d'euros au prud'homme. Jean-Pierre Escalette, président de la FFF, démissionnera et sera remplacé par Noël Le Graët, qui entreprendra de reconstruire l'image du football français. Thierry Henry, lui, annoncera sa retraite internationale, marquant la fin d'une génération. Nommé sélectionneur, Laurent Blanc décidera pour son premier match d'écarter tous les 23 joueurs qui étaient présents en Afrique du Sud. Pour Nicolas Anelka, Nisna sera donc synonyme de fin définitive et il ne rejouera plus jamais en équipe de France, estimant que ses propos avaient été déformés et que le journal L'Équipe avait détruit son image. Il intentera même une action en justice pour diffamation contre le quotidien sportif. Le bus de Nisna sera quant à lui détruit symboliquement dans une campagne Adidas et ses débris seront vendus comme œuvres d'art au profit d'associations. Et même si l'affaire Nisna a durablement marqué le football français, paradoxalement, ce fiasco a aussi servi de leçon. L'image de l'équipe a été reconstruite sous Deschamps et 8 ans plus tard, en 2018, la France est redevenue championne du monde.